XIe siècle, le comte d'Anjou Fulkenera fait la conquête de la Touraine et tente d'envahir le Maine au détriment de son comte Herbert, l'éveil-chien. Leurs successeurs se feront régulièrement la guerre. Pour échapper à la domination du comté d'Anjou, le comte du Maine demande la protection du duché de Normandie. Suite à cette protection, Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, hérite du Maine et y impose sa domination. Il finance alors la création de la cathédrale du Mans et y construit un château en 1064. En 1066, Guillaume le Bâtard devient le concurrent de l'Angleterre avec le soutien de nombreux chevaliers du Maine. 30 bateaux partiront du Mans pour aider Guillaume dans sa conquête. Le XIe siècle voit la fondation de Laval par Guy de Dénéré. Le fils de ce dernier se serait fait offrir, en remerciement de sa participation à la conquête, un bout de sa tunique représentant un léopard. Ce symbole deviendra le blason des seigneurs de Laval. Guillaume le Conquérant, en guerre avec le roi de France, meurt en 1087. Guillaume le Roux, son fils aîné, hérite de l'Angleterre, son frère Robert de la Normandie. À la mort de Guillaume le Roux en 1100, c'est finalement le troisième frère Henri Ier Beauclerc qui récupère l'héritage du conquérant. Henri Ier reconnaît Élie de la Flèche, qu'il avait soutenu dans ses batailles, comme comte du Maine. Élie de la Flèche marie sa fille au comte d'Anjou. Son petit-fils Geoffroy, dit Plantagenet, réunit pour la première fois le comté d'Anjou et du Maine. Ce dernier épouse au Mans Mathilde, fille d'Henri et héritière de Guillaume le Conquérant. Ce mariage réunit alors l'Anjou et le Maine à la Normandie et leur permet de revendiquer l'Angleterre. C'est le début de la dynastie Plantagenet. Leur fils Henri II, né au Mans en 1133, celui-ci va développer son territoire grâce à de nouveaux mariages. Il épouse Aliénor d'Aquitaine, répudiée par le roi de France, ce qui lui permet d'intégrer cette province à son empire. Il prendra également possession de la Bretagne par le mariage de son fils aîné. L'empire Plantagenet est à son apogée. Il dépasse même les possessions du roi de France dont il est pourtant le vassal pour les territoires continentaux. Face à cette menace, les nouveaux rois de France, Philippe Auguste, cherchent à affaiblir Henri II avec les soutiens de ses fils, Jean Santerre et Richard Cœur de Lion. En 1170, Henri II fait assassiner l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, précepteur de ses fils. Il est alors excommunié et ses fils se soulèvent contre lui. En 1187, Saladin prend la ville de Jérusalem aux croisées. Cet événement motive alors le pape à mobiliser les seigneurs autour de croisades. Le pape Grégoire VIII tente de réconcilier Philippe Auguste et Henri II en leur confiant un objectif commun, délivrer Jérusalem. Ses fils ne lui ont pas pardonné. En juillet 1189, Philippe Auguste assiégeait le Mans avec Richard Cœur de Lion, où son père Henri II est retranché. Ce dernier s'enfuit à Chinon et décède quelques mois plus tard. En 1190, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partent ensemble pour la troisième croisade, durant laquelle ils se fâchent. Malgré la guerre et les conflits, Richard Cœur de Lion et Saladin se respectent et partagent les valeurs chevaleresques. Au retour de la croisade, Philippe Auguste fait capturer Richard Cœur de Lion. Son frère, Jean Santerre, en profite pour usurper le trône d'Angleterre. C'est la légende de Robin des Bois. Richard Cœur de Lion meurt en 1199. Sa veuve Bérengère devient la comtesse douairière du Maine et se retire au Mans. Elle y construit l'abbaye de l'Épau où elle est enterrée. Jean Santerre usurpe à nouveau la couronne, dont l'héritier légitime était son neveu Arthur de Bretagne, soutenu par Philippe Auguste.
Jean Santerre fait enlever Arthur et le fait assassiner à Rouen en 1203. Pour le punir, Philippe Auguste confisque à Jean Santerre toutes les possessions continentales à l'exception de la Guyenne. Le royaume de France s'agrandit considérablement. Jean Santerre se retire en Angleterre. Ses successeurs resteront rois d'Angleterre, mais c'est la fin de l'Empire plantagenet. L'histoire des origines du Moyen-Âge est assez obscure. Les seuls récits conservés racontent généralement l'histoire des saints et des ermites qui s'installèrent au 6e et 7e siècle. Dans les principales villes, l'archéologie a permis de découvrir de vastes salles dans lesquelles les seigneurs résidaient et rendaient la justice, les aulas. La diffusion des villes et villages se répartit dans l'ensemble des territoires, généralement au croisement de routes et de rivières, le tout présentant un avantage stratégique et économique non négligeable. La société s'organise autour de 3 ordres. En haut de la pyramide se situent les bellatores, qui combattent, viennent ensuite les oratores, qui prient, et pour finir, les plus nombreux, les laboratores, qui travaillent. Les 10e et 11e siècles sont marqués par de nombreuses évolutions techniques. La vigne et le houblon se généralisent et le métier à tisser horizontal à pédale est inventé, permettant la création de grandes tapisseries, dont celle de Bayeux. Les principales innovations concernent la chevalerie, fer à cheval, éperon, selle arquée. Elles permettent de longs voyages et de grandes conquêtes, comme l'Angleterre, la Sicile ou Jérusalem. L'architecture est elle aussi en pleine expansion. La période romane voit apparaître de nouveaux bâtiments, ainsi qu'une explosion des centres urbains qui s'organisent autour de différents pôles. Le château, qui représente le pouvoir seigneurial, ce qui correspond à l'apparition d'une mode castrale, la cathédrale entourée d'un espace dépendant de l'évêque, le bourg pour les commerçants et les faubourgs pour les artisans. Les banlieues font la frontière entre les espaces urbains et la campagne. L'architecte était chargé de dessiner les plans du bâtiment. Les mesures étaient faites à partir d'une pige, qui était basée sur des mesures faites à partir du corps du maître d'œuvre. Sur les chantiers, on pouvait croiser différents métiers, tels que le menuisier ou le charpentier, qui s'occupaient de toutes les pièces en bois. Le tailleur de pierre et le maçon, qui se chargent de tailler et d'assembler les pierres, qui à cette époque étaient maintenues grâce à la chaux. Le forgeron s'occupait de toutes les pièces métalliques, telles que les ferrures. L'art religieux de l'époque romane est en plein essor. C'est le développement du vitrail, des enluminures et de nombreuses fresques illustrant la vie quotidienne comme le calendrier des travaux agricoles. Au XIIe siècle, l'architecture évolue et le style gothique fait son apparition. Les arcs brisés et les voûtes en croisée d'ogives permettent d'augmenter la hauteur des bâtiments et de les rendre beaucoup plus lumineux.
C'est le cas de la cathédrale du Mans, dont le chœur est construit au XIIIe siècle. Le XIIe siècle marque un considérable développement de la vie monastique et d'une renaissance intellectuelle par la création de nombreuses écoles. Sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux, la vie religieuse se diffuse dans toutes les campagnes, dans lesquelles les manuscrits orientaux ou musulmans sont traduits et recopiés par les moines copistes. Les XIIe et XIIIe siècles marquent aussi un réel essor urbain. Les châteaux forts en pierre se généralisent, ainsi de nombreuses villes construisent des enceintes fortifiées pour se défendre, sous l'autorité d'un seigneur qui, suivant son rang, baron, comte, duc ou roi, avait droit de petite, moyenne ou haute justice. Les professions s'organisent autour de corporations. Les savoir-faire se transmettent entre maîtres, compagnons et apprentis, chaque corps de métier bénéficiant d'avantages qui leur sont spécifiques. Marquée par les croisades et les progrès en navigation, cette époque stimule de nombreux échanges culturels. C'est l'introduction du chiffre arabe. Le XIVe siècle sera marqué par de nombreuses catastrophes, telles que la peste noire et la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. La guerre de 100 ans provoque une évolution de la technique militaire et de l'armement. C'est durant cette dernière que l'artillerie fera son apparition. L'évolution des connaissances astronomiques et de la maîtrise du temps, l'invention du sablier et de l'horloge, sont couplées à de grands progrès de la navigation qui permirent à Christophe Colomb la découverte de l'Amérique. Parallèlement, Gutenberg inventa l'imprimerie. C'est la fin du Moyen Âge. Le XIIe siècle est une période extrêmement importante, car fondatrice pour l'Anjou et pour le Maine, avec des comtes d'Anjou et du Maine qui vont avoir un destin international, notamment par des alliances. Ils vont, pour certains, être rois d'Angleterre, pour d'autres rois de Jérusalem, mais c'est vraiment le destin anglais qui va marquer l'histoire de France, puisque, de manière très étonnante, à partir de ce moment-là, le roi d'Angleterre va être vassal du roi de France pour une très large partie de la France actuelle. Ce qui va entraîner, bien évidemment, des querelles incessantes et une guerre impitoyable entre les Plantagenets et les Capétiens pour reconquérir peu à peu ces provinces. Cependant, sous le temps des Plantagenets, eh bien, c'est un essor extraordinaire de l'architecture, de l'économie, où on va avoir une expression très particulière au territoire dominé par les Plantagenets qui va apparaître, que l'on voit très bien, à la cathédrale d'Angers, et puis qui se développera bien évidemment dans beaucoup d'autres endroits, comme au Mans, à celle du Coëfort. Alors, parmi les plus grands personnages, bien évidemment, il y a Henri II Plantagenet, qui a épousé Aliénor d'Aquitaine et qui va lancer cette grande épopée à travers ses propres territoires. Pour notre région, ce qui est extrêmement important, c'est de se sentir bien au cœur du royaume Plantagenet. En effet, Henri II se fait enterrer à Fontevraud, dans notre province angevine, et il y aura donc aussi Aliénor qui viendra le rejoindre, ainsi que Richard Cœur de Lion. C'est l'époque où il y a besoin aussi de sauvegarder les territoires latins, d'où des campagnes de croisés qui vont se faire avec plus ou moins de succès dans la deuxième moitié du XIIe siècle.
En 1299, c'est Richard Cœur de Lion qui meurt. Avec pour héritage, il le laisse à Jean sans Terre, qui porte son nom puisqu'il va perdre l'essentiel de ses territoires en France. Philippe Auguste sera son grand compétiteur et peu à peu, la France va récupérer la possession de ces territoires, et notamment l'Anjou et le Maine, qui vont faire partie du domaine royal français et ne le quitteront plus. C'est pour nous un moment extraordinaire politiquement où tout va basculer, et pourtant on a l'impression que la vie continue et qu'il n'y a pas de véritable rupture dans les arts. Une évolution certes, mais c'est tout. Le XIIIe siècle va voir de grands monuments en Anjou, et notamment le château d'Angers qui va être élevé, mais aussi d'autres places fortes tout autour de la province, pour justement lutter contre des possibilités de conquête de la part des Bretons et des Anglais. Et nous allons continuer ainsi jusqu'au milieu du XIIIe siècle, où là, de manière très curieuse, sans qu'on se l'explique, eh bien, l'Alsace, l'économie, semble complètement s'atténuer, si ce n'est quelques très belles expressions de peinture murale dans le cœur de la cathédrale d'Angers, par exemple. Donc on a ce passage sous le régime capétien qui se fait en douceur, mais qui se révèle être une époque peut-être de déclin artistique. Le petit frère de Saint-Louis, le dernier, Charles Ier, posthume, va lui connaître un destin tout à fait extraordinaire. Il est fait comte à Panaché-Anjou et il va partir à la conquête d'un royaume. Au départ, c'est un petit peu errant, et puis le pape l'appelant, il va aller au secours du pape qui se trouve pris en tenaille par les Hohenstaufen, tant au nord qu'au sud de ses États. Aussi, il part avec son armée, va conquérir le royaume de Naples et de Sicile, chasse les Hohenstaufen, et c'est une nouvelle histoire qui commence pour les Anjou. Le nom d'Anjou, cette fois-ci, va être porté à l'autre bout de l'Europe, et cela pour plusieurs siècles. Cette nouvelle dynastie va pourtant garder les territoires du Maine et de l'Anjou pendant quelque temps encore, mais à la fin du XIIIe siècle, eh bien, ils vont concéder ces deux territoires à la petite fille de Charles Ier d'Anjou, Marguerite d'Anjou, qui va épouser un de ses cousins qui commence à être un peu éloigné, Charles de Valois, et ainsi l'Anjou et le Maine vont passer dans le domaine des Valois. Mais là, c'est une nouvelle histoire qui commence, celle du XIVe siècle. Le fils de Marguerite d'Anjou va être roi de France sous le nom de Philippe VI. De nouveau, le comté d'Anjou est dans le domaine royal français et va continuer ainsi pendant tout le XIVe siècle, jusqu'à temps que Jean de Lebon, le fils de Philippe VI, ait plusieurs enfants. L'aîné sera Charles V, très fameux, puisqu'il va réussir en effet à mettre un terme, temporaire malheureusement, aux guerres avec les Anglais. Et puis le deuxième, Louis Ier d'Anjou, le plus fastueux de tous les frères peut-être, des nouveaux ducs, puisque le roi de France le fait duc d'Anjou, non plus comte, et il va lui-même être un très très grand mécène. C'est lui qui va commander la tapisserie de l'Apocalypse, ce chef-d'œuvre absolu de l'art de la tapisserie, qui va tellement fasciner que son frère, le duc de Bourgogne, va vouloir un deuxième exemplaire de cette tenture. Et puis son autre frère, le duc de Berry, un troisième exemplaire, mais réduit. Les autres tentures, plus récentes ou plus réduites, vont être faites avec des fils d'or extrêmement riches, et c'est leur richesse qui va leur nuire, puisque aujourd'hui, elles ont disparu, elles ont été brûlées pour récupérer le métal. Il n'en reste plus qu'une seule et unique, la première, celle réalisée pour Louis Ier, duc d'Anjou. C'est un duc d'Anjou qui va être en même temps, pendant une période assez courte, régent du royaume de France, et qui va être de nouveau appelé avec cette histoire italienne. En effet, la branche première des Anjou, qui sont devenus rois de Naples, eh bien, est en train de s'éteindre dans des querelles familiales, et il y a une reine qui est là, qui n'a pas d'enfant vivant, et il décide alors d'adopter Louis Ier d'Anjou. Et ça va être le début pour les ducs d'Anjou d'une conquête, d'une reconquête du royaume de Naples. Malheureusement, les événements vont être assez funestes pour eux, puisqu'ils meurent
de maladie en général lorsqu'ils combattent victorieusement. Et c'est ainsi que Louis Ier, son fils Louis II, puis Louis III vont mettre le pied sur le sol italien, mais ne pourront pas y rester. Alors, le XVe siècle commence avec une situation un peu contrastée, puisque la guerre de 100 ans est là, et va reprendre de plus belle encore à partir de 1410, et va déchirer complètement la France, avec de nouveau l'ennemi qui arrive, qui est l'ennemi anglais, mais aussi le désir pour le duc de Bourgogne de se tailler lui-même un royaume au détriment de son cousin, le roi de France. Les Anjou, de leur côté, sont beaucoup plus tournés vers le mirage italien, puisque on l'appellera mirage à cause de leur insuccès, mais uniquement pour cette raison-ci. Et il faut attendre en réalité le règne du roi René pour que, de nouveau, la guerre de 100 ans entre réellement dans la vie de la famille ducale d'Anjou. Le roi René était un cadet, il est né en 1409, il n'aurait pas dû être celui qui possédait l'Anjou en tout cas, et comme cadet, eh bien, sa mère va le doter en réussissant à le faire adopter par un oncle, le duc de Bar, cardinal duc de Bar, et il va lui faire épouser Isabelle de Lorraine, qui va hériter du duché de Lorraine. Ainsi, le René d'Anjou sera duc de Lorraine et du Bar, et c'est un état qu'il aurait dû garder toute sa vie seulement ainsi. Cependant, son frère aîné va mourir, et tout l'héritage de son frère lui revient. Ainsi, il devient duc d'Anjou et du Maine, comte de Provence, et va se faire adopter par sa lointaine cousine Jeanne II, reine de Naples, et va lui aussi pouvoir revendiquer le royaume de Naples. Les guerres se font rage en France, il va participer à ces guerres, il va malheureusement être vaincu en 1431 face à son cousin Bourgogne, où là il va être fait prisonnier pendant quelques années, et il va réussir enfin à se libérer contre une rançon considérable pour partir à Naples. À Naples, il est là, mais il doit faire face à un compétiteur aragonais, et il lutte, mais en vain, et il devra partir en 1442 pour retrouver ses États français, c'est-à-dire la Provence dans un premier temps, mais aussi l'Anjou. Ce personnage qui a royé de manière victorieuse pour chasser une dernière fois les Anglais hors de Normandie, va préférer rapidement laisser les armes de côté et développer autre chose de beaucoup plus intéressant pour lui et à ses yeux, c'est reprendre la tradition de son grand-père, c'est-à-dire le mécénat. Donc nous avons un personnage extrêmement fastueux qui va laisser les ambitions de territoire à son fils, puis à son petit-fils, mais malheureusement pour eux, son fils et son petit-fils vont mourir rapidement, soit en Italie, soit en Espagne. Aussi, à la fin de sa vie, c'est un personnage qui commence à être d'un certain âge, il a 71 ans quand il meurt, et il aura surtout connu la mort de tous ses frères et sœurs, la mort bien évidemment de ses parents, il était orphelin à 8 ans d'ailleurs, mais aussi il va connaître la mort de tous ses enfants, mis à part 2 de ses filles. L'une qui restera duchesse de Lorraine, et d'où descendre la famille de Habsbourg aujourd'hui, et puis l'autre qui va aussi connaître un destin tout à fait fameux et épouvantable. Nous sommes vraiment dans le siècle peut-être du paroxysme, c'est Marguerite d'Anjou, cette nouvelle Marguerite d'Anjou, qui deviendra reine d'Angleterre, épouse d'Henri VI, qui au cours de la guerre des 2 Roses va tout faire pour conserver à son fils le royaume d'Angleterre, mais en vain. Et il faudra qu'elle vienne se réfugier en France pour y mourir en 1482. Tous ces personnages de cette fameuse dynastie des ducs d'Anjou, eh bien, nous les retrouvons dans la cathédrale d'Angers, où ils reposent encore aujourd'hui, au milieu des prières de tous les paroissiens lors des célébrations. Le roi René avait connu son futur beau-frère lorsqu'il était enfant. En effet, lors de la période extrêmement troublée du début du milieu de la guerre de 100 ans, eh bien, le futur Charles VII a passé son enfance au château d'Angers, en compagnie du roi René, en compagnie de la sœur du roi René, Marie. Et c'est ainsi que le mariage va se faire entre Marie l'Anjou et Charles VII.
Ils vont donc toujours s'épauler avec l'aide aussi de Yolande d'Aragon, et l'entente est parfaite. Cependant, Charles VII aura un fils qui, lui, n'a pas du tout le même caractère que son père, et qui va s'opposer très rapidement au roi René. Aussi, le roi René, voyant qu'il n'a plus d'enfant masculin, ne peut pas donner son héritage comme il le souhaite, et voit très bien que son neveu, Louis XI, va reprendre tous les territoires. Et c'est en effet ce qu'il fait. Et à sa mort, en 1480, de manière définitive, l'Anjou, le Maine et la Provence sont rattachés au royaume de France. Une seule chose va lui échapper. Cet élément auquel le roi René tenait particulièrement, c'est tout simplement la tenture de l'Apocalypse. Pour éviter qu'elle ne tombe aux mains de son neveu, il va la léguer à la cathédrale d'Angers. Et depuis lors, elle va orner le mur de la cathédrale de 1480 jusqu'à 1956.